Bonjour! Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour comprendre l'extrait numéro 2 si vous choisissez l'extrait numéro 2. Je vous rappelle que vous ne devez analyser que les phrases soulignées parce que le texte est très long, donc je vous indique vraiment uniquement de l'expliquer qu'à partir de n'expliquer que les phrases soulignées. Le texte répond à la question: comment l'être humain devient-il un sujet? Comment l'être humain devient-il un sujet? Alors, il part, vous voyez, du nouveau-né, de la situation du nouveau-né, du bébé et donc comment est-ce qu'à partir de notre situation de bébé, on devient des sujets? Alors, dans le lexique, tout d'abord, il y a, le terme immanent par distinction avec le terme transcendant. Immanent, ça veut dire ce qui demeure dans les limites. Transcendant, ça veut dire ce qui se dépasse ou qui nous dépasse. Donc, par exemple, Dieu est transcendant puisqu'il nous dépasse, il est incompréhensible. En revanche, les autres êtres humains sont immanents, ils appartiennent à notre condition. Pas le travail, pour les êtres humains, c'est quelque chose qui participe de leur transcendance. Ils transcendent la nature par leur travail. Par distinction d'avec le «travail» entre guillemets des animaux, les activités qu'ils réalisent en fait sont immanentes. Ils demeurent dans leurs limites, dans la mesure où, voilà, quand une abeille, fabrique sa ruche, en fait, elle ne fait que répondre à son instinct. Voilà, c'est pour la notion immanent, transcendant que vous pouvez retrouver dans plein de contextes différents. Alors quand, vous avez, voilà, le monde, n'est d'abord à présent au nouveau-né que sous la figure de sensations immanentes. Bon, après ce terme immanent là, il est pas très important, à mobiliser ici, hein. Mais en tout cas, cette première phrase, elle est à relier à Freud dans Malaise dans la culture, qui explique que quand on est petit, on est noyé au sein du tout, au sein du monde. On ne fait pas la distinction entre soi et le monde. On ne comprend pas qu'on a un corps, qu'on a un esprit, enfin voilà, on a une sensation, totalisante de ne faire qu'un avec, l'univers. Et petit à petit, explique Freud, on distingue notre corps du reste du monde et on distingue notre corps du corps, qui nous nourrit et notre esprit et cetera. Donc on se distingue petit à petit, individuellement, du reste du monde et du corps qui nous nourrit. Voilà et en fait, Simone de Beauvoir reprend, cette thématique et la peaufine, comme vous allez pouvoir le voir. Il y a un autre terme, important ici, c'est la finitude. C'est le fait d'être fini, d'être mortel. Ça peut aussi renvoyer à la limite de notre aptitude à connaître. Ça s'oppose à la possession de la vie éternelle ou de la connaissance infinie. Il y a ici aussi l'idée de délaissement. Le délaissement, donc c'est une notion partagée avec Sartre, puisque Sartre est aussi existentialiste. Le délaissement, c'est le fait d'être abandonné sur terre du fait de notre naissance, sans repère pour savoir quoi choisir. C'est lié à la notion d'absurdité, d'absence de sens. Le monde n'a pas de sens. Donc, c'est la version athée de l'existentialisme ici qui est en jeu. Je vous rappelle qu'il y a une autre, façon de concevoir l'existentialisme comme compatible, avec, la, religion. Donc cette version compatible avec la religion, elle est développée par, le philosophe Kierkegaard, qui, explique, pareil, qui a recours à la notion de délaissement, au sens où nous sommes abandonnés dans le monde sans repère, mais nous pouvons choisir la croyance en Dieu. Toutefois, nous n'avons aucun repère pour savoir s'il y a un Dieu ou pas. Ça repose vraiment sur, un acte de confiance, sans certitude. Il y a la notion d'aliénation que vous pouvez retrouver dans ce texte. L'aliénation, c'est le fait de devenir autre que soi-même. Ici, dans le texte, vous allez voir que l'enfant croit qu'il est son image, au lieu d'être une conscience, libre, de ses choix. Il se confond avec son corps perçu, par les autres, avec son corps, qu'il perçoit dans le miroir et que les autres perçoivent. Il y a la distinction objet-sujet qui est importante. Un objet, c'est une chose sans conscience, vouée à être utilisée par les autres,
par distinction avec le sujet, donc par opposition même, le sujet, c'est une conscience qui est auteur de ses actions et de ses pensées. Autre point important, c'est le test du miroir pour, comprendre. En 1970, le psychologue, Gordon Gallup a mis au point un test permettant de prouver si un individu a conscience de son propre corps. Ce test, consiste à poser une marque voyante sur le front, d'un chimpanzé, enfin ou d'un autre animal, hein, puis de le placer devant un miroir. Si le chimpanzé tente, d'enlever, d'effacer la marque sur son propre front, on peut en conclure qu'il possède une conscience réflexive de son propre corps. Et donc ce test a aussi été réalisé avec des enfants de moins d'un an, qui généralement ne cherchent pas à retirer la marque sur leur front. Ça veut dire que, beh, ils ne comprennent pas que dans le miroir, c'est eux. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience d'être un corps, qu'ils n'ont pas conscience, voilà, d'être, de renvoyer une image aux autres et cetera. Alors il y a la notion d'intersubjectivité qui peut être intéressante également. C'est, la construction d'un accord entre plusieurs, sujets à l'issue d'un dialogue ou d'une recherche commune. Subjectivité, c'est aussi le fait d'exister ensemble, si vous voulez, d'exister dans son rapport à l'autre ou avec les autres. Et également, qui peut vous servir, la distinction entre le sexe et le genre. Donc c'est une distinction opérée depuis 1970, mais que Simone de Beauvoir, mobilise ici. Hem, le sexe, c'est les caractéristiques biologiques assignées à la naissance, hem et le genre, ça renvoie à une construction sociale et culturelle qui fixe des rôles sociaux différents pour les hommes et les femmes et des rapports inégalitaires entre eux. Donc c'est, les goûts, les pratiques et cetera, propres à, heu, enfin assignées, féminines ou masculines. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a pas, que le genre, féminin ou masculin, en fait. Il y a, d'autres genres possibles. Par exemple, le genre, queer qui n'est ni féminin ni masculin. Queer, ça veut dire bizarre en anglais. Voilà, bon courage pour l'analyse de ce texte.